Merci, bonjour à tous. Il va être difficile de ne pas échapper à quelques redondances, mais j'essayerai de le présenter un petit peu différemment pour que cette question centrale du respect du secret médical, qui est régulièrement assaillie par la société, les médias, les politiques, pour être fractionné et être explosé de façon à le vider de son sens. Bien sûr, la radicalisation, et on en réabordera un petit peu quelques points sur la radicalisation, existe depuis longtemps. Elle est devenue beaucoup plus criante depuis janvier 2015. Et nous, médecins, avons été assaillis de questions sur la nécessité de nouvelles dérogations au secret médical. Et je vous rappelle que les dérogations sont déjà nombreuses. Et l'ordre, à ce moment-là, a réfléchi. Ça peut vous surprendre, mais il a réfléchi. Cette atteinte, ces questions d'atteinte de nouvelles dérogations au secret médical se posent dans deux situations essentiellement. La première qui est dans le cadre de la relation professionnelle, le colloque singulier malade-médecin, et la deuxième, c'est la demande des autorités, souvent non pas des autorités judiciaires, mais souvent des autorités de sécurité, ce qui est quand même quelque chose de complètement différent dans un État de droit. Et nous avons donc réuni un certain nombre de professionnels et de médecins qui avons réfléchi à cette problématique. On a d'abord fait, comme toujours, l'état des lieux. Ces trois articles, enfin, les deux premiers vous ont déjà été cités. C'est le 226-13 qui est le respect du secret professionnel au sens large et qui s'adresse à tout professionnel qui exerce dans le cadre de la République française. Le 1110-4 du Code de la santé publique sur le droit des patients au respect de la vie privée et notamment aux données de santé. Et puis, pour nous, médecins, le 4127-4, qui est l'article 4 du Code de déontologie médicale et qui précise l'obligation de respect du secret médical. Nous rappelons que seule la loi peut délier un médecin de son obligation de respect du secret médical et que rien d'autre ne peut le faire. Il existe deux dispositions législatives, elles vous ont été rappelées notamment par Jacques Borgy. C'est l'article 223-6 du Code pénal sur le danger immédiat, l'action immédiate que doit faire tout citoyen, puisque le Code pénal s'applique à tout citoyen, et que dans le cadre de la hiérarchie des normes, le Code pénal s'impose au Code de santé publique et bien sûr au Code de déontologie médicale. Et ce qu'il faut savoir, que si vous êtes amené à faire un signalement dans le cadre du 223-6, ce signalement doit se faire au procureur de la République, puisqu'il y a un danger immédiat et qu'en France, seul le procureur a les moyens de faire cesser immédiatement ou dans des délais plus brefs toute action, notamment criminelle. Et puis la deuxième disposition qui existe déjà, c'est le 226-14, le troisième alinéa, qui bien sûr suit le 226-13, qui oblige au secret professionnel, et le troisième alinéa vise plus particulièrement les professionnels de santé sur le caractère dangereux de certains individus, notamment dans le cadre de l'acquisition, de la détention ou de l'utilisation d'une arme. Et dans ce cadre-là, le signalement doit être fait au préfet et à Paris, au préfet de police. Juste un mot sur l'arme. L'article 132-75 du Code pénal définit l'arme est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser
ou menacé. Alors, il est évident que les armes de catégorie 1, les Kalachnikov, pour ne citer que les plus connus, c'est évident, pour nous, c'est une arme. Mais quand on analyse, et c'est regrettable que le professeur Péchillon ne soit pas là, puisqu'il sera beaucoup plus compétent que moi pour vous donner des éléments de droit, mais tout autre objet peut être utilisé comme une arme. Et quand on regarde l'actualité de ces dernières années, l'attentat de Nice, où un individu a utilisé un camion est une arme. Les bouteilles de gaz sont une arme. Certes, dans le cadre de la radicalisation islamique, il semble qu'il n'existe pas pour l'instant de velléité d'utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, mais tout ceci représente des armes, c'est surtout la destination qui en est faite, plus que l'objet par lui-même. Je n'étais pas présent, malheureusement, aux journées précédentes. Je pense qu'on nous a bien sûr dû vous citer la radicalisation qui peut être définie, et la définition qui est la plus classique en général, qui est la plus reprise, c'est celle de Khosrow-Khavar, qui dit que par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, et qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Ce qui veut dire que, par radicalisation, il faut bien sûr entendre ce qui est l'objet ces dernières années en France, la radicalisation islamique, djihadiste, mais que cette notion de radicalisation peut s'entendre dans d'autres domaines, puisque je vous ai cité le domaine politique ou social notamment. Il en est du fait que si avant 1848, des individus utilisaient la violence pour supprimer l'esclavage, ils étaient considérés à l'époque comme des radicalisés. En 2018, en Arabie Saoudite, s'il y avait des personnes qui avaient le courage d'utiliser la violence pour que les femmes puissent conduire une automobile, ils pouvaient être considérés en Arabie Saoudite comme des individus radicalisés ou en voie de radicalisation. Donc cette notion de radicalisation dépend bien sûr du temps et du lieu. Et si on en croit l'actualité de cette semaine, il semblerait que des gens dits d'ultra-droite veuillent utiliser une action violente contre le président de la République pour faire valoir leurs idées, on va dire, politiques. Ils peuvent être considérés également comme des individus radicalisés. Le comité interministériel de prévention de la délinquance et sur la prévention de la radicalisation, qui est un comité qui est appuyé auprès du Premier ministre, a défini un certain nombre d'indicateurs, puisqu'il n'y a bien sûr aucun individu qui se présente avec une étiquette radicalisé ou en voie de radicalisation. Et qu'il est très important de savoir qu'un élément n'est pas suffisant pour qualifier quelqu'un de radicalisé. Il faut un faisceau d'arguments, et ce tableau de synthèse permet de regrouper ce qui est les ruptures, les environnements personnels, les théories, notamment la théorie du complot, les discours, souvent les antécédents judiciaires qui sont présents chez certains individus en voie de radicalisation. Et puis, des signes religieux ne suffisent pas. Si l'on prend les salafistes, qui sont un courant religieux de l'islam sunnite, il y a les salafistes quiétistes, qui sont des salafistes dont la seule volonté est de pratiquer de façon rigoureuse l'islam, mais sans aucune volonté d'intervention dans le monde politique ou sur la société. Vous avez des salafistes réformistes qui, eux, outre la pratique rigoureuse de l'islam, ont une volonté politique d'introduire ou de généraliser l'islam. Et puis, bien sûr, le salafiste révolutionnaire qui est la menace djihadiste et qui, lui, utilise l'action violente. Il est évident que le passage de l'un à l'autre peut se faire et qu'il est de toute façon très difficile de caractériser un individu et que la pratique d'une religion, quand bien même elle serait rigoureuse,
ne permet pas de qualifier quelqu'un de radical, puisqu'il y a la nécessité d'une utilisation de la violence pour être qualifié d'individu radicalisé. J'en parle très peu, mon confrère Michel David vous en a parlé. Le fantasme, on va appeler ça comme ça, le fantasme de l'avant-dernier ministre de l'Intérieur était effectivement d'assimiler des individus violents, probablement radicalisés, à des personnes atteintes de pathologies psychiatriques. Je crois que là, les choses ont bien démontré. Il peut y avoir bien sûr une intrication, mais il n'y a pas de corrélation obligatoire, et ceci est très important dans notre pratique quotidienne. Je vous le dis tout de suite, le texte complet de cette intervention est disponible sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui est un site bien sûr public, et vous pourrez le télécharger pour avoir les subtilités que l'on ne peut pas faire en 20 minutes puisqu'on est étroitement surveillé. 4 situations, de façon à être un petit peu didactique, ont été mises en exergue par l'Ordre des médecins. Le premier cas, c'est le médecin qui reçoit des confidences d'un proche, d'un membre de la famille, d'un individu en voie de radicalisation ou radicalisé. Le deuxième, c'est le médecin qui est confronté, dans le cadre de son exercice médical, de sa relation médicale avec un mineur radicalisé ou en voie de radicalisation. Le troisième, et là je rejoins Michel David, c'est le médecin qui est confronté avec un individu qui se dit radicalisé ou en voie de radicalisation. Et puis le quatrième, qui est peut-être tout aussi important, ce sont les renseignements demandés par les autorités publiques de sécurité à un médecin. Dans le cadre de la première situation, le cadre où le médecin, dans le cadre de son exercice, se voit confier par des proches, par des membres de la famille, des doutes, des questions, des informations sur un des leurs qui serait en voie de radicalisation ou radicalisé, le médecin doit conseiller à ces personnes de s'adresser au numéro vert qui est inscrit ici, qui correspond au Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. C'est un centre qui est situé géographiquement au ministère de l'Intérieur et dont les écoutants sont des spécialistes du renseignement qui doivent analyser la pertinence, la portée, la dangerosité du signalement et qui peuvent rebasculer, pour les cas les plus légers, on va dire, ou en cas d'erreur d'aiguillage, qui peuvent rebasculer vers des services sociaux s'il en était besoin. Le médecin n'a pas à utiliser ce numéro, puisque, je veux dire, il n'est pas témoin direct et que les personnes qui en détiennent les informations doivent le faire elles-mêmes. Et par contre, le médecin peut ou doit les inciter à le faire. La deuxième situation, c'est le cas du mineur. Le mineur s'entend moins de 18 ans d'après les textes, enfin mineur de 18 ans comme le veut la dénomination exacte, qui, dans le cadre de votre entretien médical, de colloque singulier, vous fait penser qu'il est en voie de radicalisation ou qu'il est radicalisé. Il y existe l'article 226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles, et je vous le cite. Cet article dispose que les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance, ainsi que celles qui lui apportent leur concours, transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L226-2 du présent code, sauf intérêt contraire de l'enfant. Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission selon des modalités adaptées. Fin de citation. Là, vous êtes confronté, vous avez une information, vous pensez très sérieusement qu'il y a danger pour l'enfant, parce que c'est
c'est ça, danger pour le mineur, c'est ça. Nous, praticiens, il y a danger pour sa santé, pour sa sécurité, et éventuellement pour sa moralité, et donc vous devez faire quelque chose, bien sûr là dans le cadre de la radicalisation, comme vous pouvez le faire, bien sûr, dans le cadre de, on va dire, du soin classique. Et dans ces cas-là, cette information doit être transmise à la CRIP, en n'oubliant pas qu'il faut transmettre que ce qui est strictement nécessaire pour protéger le mineur. Normalement, dans le cadre de ce signalement, mais c'est le cadre général, ce n'est pas le cadre spécifique à la radicalisation, cette information à la CRIP doit être précédée par une information, on va dire, des parents ou du tuteur. Sauf si l'intérêt de l'enfant nécessite la non-information des parents, et là, c'est du cas par cas, et ça sera à vous de voir. Donc on voit que pour les mineurs, des textes existent, ils permettent de mettre en place des actions efficaces. Troisième cas de figure, qui je pense est très théorique, c'est le médecin qui est confronté à un patient qui est en voie de radicalisation ou radicalisé. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer d'avoir en face de moi, dans ma consultation de médecin généraliste, un individu radicalisé prêt à commettre un acte criminel venant se faire soigner une angine. J'ai un peu de mal, enfin je ne l'ai jamais eu, mais j'exerce en Meuse, qui est un tout petit département, ça doit être pour ça. Dans ce cas de figure, ce sont les deux articles qu'on vous a cités tout à l'heure pour permettre de déroger au secret médical, le 223-6, donc sur le risque imminent de commission d'un crime, soit contre l'intégrité corporelle de la personne, pour faire un signalement au procureur, soit dans le cadre de la détention de l'utilisation d'une arme, le 226-14, troisième alinéa, qui permet un signalement au préfet ou au préfet de police à Paris. Enfin, un élément qui avait été cité par Jacques Borgy, dans ce 226-14, il y a un dernier paragraphe qui a son importance, c'est que le signalement effectué dans le cadre du 226-14, bien sûr les deux premiers alinéas qui ne nous concernent pas ici, mais le troisième alinéa, ce signalement effectué dans ce cadre-là ne peut engager la responsabilité civile, la responsabilité pénale ou disciplinaire du signaleur, sauf s'il établit qu'il n'a pas agi de bonne foi. Donc, ce qui veut dire que si vous faites un signalement dans ce cadre-là, à partir du moment où vous êtes de bonne foi, et il n'y a pas de raison d'envisager que des professionnels sérieux puissent faire des signalements, j'allais dire, déviants, vous ne pourrez pas être poursuivi, ni disciplinairement, ce qui est quand même pas négligeable, ni pénalement, ni civilement, en sachant que je vois mal un procureur poursuivre un médecin pour un signalement dans le cadre de la radicalisation. Et nous pensons que c'est surtout un cas de figure plus que quelque chose de vraiment pratique. Dernière situation pour terminer, c'est la situation qui est celle des renseignements demandés par des autorités publiques de sécurité à un médecin. L'exemple réel, vécu, un confrère responsable du DIM voit débarquer des agents du renseignement intérieur en lui disant d'établir le listing sur une semaine des patients opérés de l'avant-bras et ayant une blessure par balle. Il est évident que ce médecin ne peut que refuser de se soumettre à cette injonction. Nous rappelons que les médecins ne peuvent s'exonérer eux-mêmes de leur obligation de respect du secret médical, et quand le médecin se voit ordonner, c'est quelque chose qui est méconnu, et les documents qui sont présentés dans le cas des réquisitions prêtent à confusion. Pour l'avoir vécu personnellement dans un autre cas de figure que la radicalisation, alors que j'ai quelques connaissances en ce domaine-là, on peut se dire « Ouh là là, il faut déférer à la réquisition et transmettre des éléments couverts par le secret médical ». Non, une réquisition judiciaire, quand vous êtes médecin,
ne vous oblige pas à déférer à cette réquisition, puisque l'article 60-1 du Code de procédure pénale signale certes que quand on ne se soumet pas à la réquisition, on peut être soumis à une amende, sauf pour les professionnels qui sont visés à l'article 56.1 à 56.5 du Code de procédure pénale, et notamment le 56.3 qui vous concerne ici, ce sont les médecins, les huissiers et les notaires, et que dans ces cadres-là, vous ne pouvez pas être soumis à une amende. Mais face à ce refus, l'autorité judiciaire, il faut important de séparer la police, les forces de renseignement et de sécurité d'un côté, et l'autorité judiciaire, le juge. L'autorité judiciaire peut décider d'autres mesures qui sont la saisie de documents ou la perquisition. En conclusion, nous sommes synchrones. L'Ordre des médecins, vous le comprenez, n'est pas favorable à la création d'une nouvelle dérogation. Et d'ailleurs, dans le cadre des rencontres, des rencontres interministérielles avec notamment la justice, la position de l'Ordre a été corroborée et a été, j'allais dire, validée. Les textes en vigueur le permettent. Nous considérons qu'il faut éviter de démonter l'édifice qu'est le secret professionnel, qui est quand même une pierre angulaire de notre exercice professionnel, au même titre que l'indépendance professionnelle. Il ne faut pas faire démonter cet édifice pierre par pierre, parce qu'il ne restera que des décombres après. Donc, on comprend bien, parce que je vous ai cité 4 cas de figure, on comprend bien que c'est très artificiel, ça permet de répondre quand même à un grand cas de figure, mais il peut exister, pour certains cas, un conflit de devoirs entre le devoir de citoyen et le devoir de médecin. Et dans ce cas-là, si vous êtes en face de ce conflit de devoirs, nous vous proposons de vous retourner vers le conseil départemental, qui est votre interlocuteur privilégié au niveau de l'Ordre des médecins, qui vous apportera une réponse, enfin des conseils, ou une réponse, ou s'il ne peut pas, vous pourrez vous adresser au Conseil national pour avoir des conseils. Vous aurez une réponse écrite qui vous permettra d'étoffer votre réflexion, mais in fine, c'est toujours le médecin qui prend la responsabilité de la transgression de l'obligation de respect du secret professionnel. N'oubliez pas que quand vous signalez quelque chose, on ne signale que ce qui est uniquement nécessaire à la protection de la société ou de l'individu. Et j'espère avoir tenu les délais et vous avoir intéressé. Merci.